GBM. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, nous y voilà, enfin. Nous sommes enfin rassemblés pour cette soirée inaugurale dans un lieu magique, le B612. Malgré le contexte sanitaire, nous nous sommes réunis, certes en petit comité. Un programme riche et de qualité vous attend, avec la présentation de GBM, l'intervention de nos speakers, la présentation de notre prochain event et le calendrier, la visite du B612 et enfin le cocktail dînatoire. Je profite de l'occasion pour saluer chaleureusement la directrice du B612, très chère Nathalie, ainsi que l'ensemble de ses collaborateurs et M. Zentissi au nom de GBM. Je tiens ici à saluer l'ensemble des partenaires qui ont répondu présent. Je vais citer quelques partenaires, bien évidemment, et je le dis sans ordre protocolaire. GAN Assurance, Dowleys, qui fait la partie traiteur, Vendo Snack, c'était la partie du cocktail, le B612, SDM Delisso, BFM. Alors BFM, c'est pas la télé, je vous rassure, c'est la banque française mutualiste, représentée ici. Manini, Fatran, notre photographe, Anja Aquitaine, représentée par son président, Marché du Soleil, Club Capital Conseil, Club Capital Conseil, Pure Player, qui est à la régie, Cercle Averroès, Vendo, Emerging Future. Je voudrais également témoigner notre sincère reconnaissance à vous tous ici présents pour l'intérêt que vous portez à GBM. Je souhaiterais tous vous citer, mais vous êtes très nombreux. Certains sont présents et nous font l'honneur en présentiel. Je souhaiterais saluer la présence de Jérôme Ribeiro, ici présent, vice-président d'Europia, vice-président de l'OCCE, Jacques Lopez-Gilazo, la CCI de Toulouse, région Occitanie, et conseiller français du commerce extérieur. Gosdé Herbaz, ici présente, qui vient de la Silicon Valley, qui est venue pour l'événement et que je remercie chaleureusement et qui est membre de notre structure. Elle est fondateur chairman de CyberRobin, de Robin Code, de Board EP3 Foundation. Je voudrais aussi saluer Wim Wankovenberg, directeur de la BEMAS, Peter Jan Provost, directeur du groupe Énergie Agoria, Jean-Christophe Arguillère, le délégué régional de Orange qui est représenté ce soir, Lafonpierre, CEO de Xiu Import, Madame Portman Isabelle, la dirigeante de la Mêlée Ouverte, Jawed El Ajri, qui ne devrait pas tarder, qui est le président de la Fédération française de Techball, Patrick Trégou, directeur régional d'OCO, Wadi Dada. Alors, c'est vrai que Wadi Dada, c'est une personne qui arrive du Maroc, qui est journaliste, écrivain et présentateur télé, qui ne devrait pas tarder à arriver. Mais vous êtes très nombreux, je ne pourrais pas tous vous citer, et je m'en excuse par avance. Et, en distanciel, Monsieur Abdou Diop, associé gérant de Mazar, Maroc, Board Afrique, Moyen-Orient, président de la commission Afrique CGEM, Ali Sediki, qui représente et qui est le directeur du ministère de l'Industrie du Maroc, Yassine Tali, directeur du CRI de Fes-Meknès, Mehdi Laraki, vice-président de la CCI Fes-Meknès, Bader Iken, directeur de l'IRSEN, l'Institut de recherche solaire et énergie nouvelle, Abdel Fattah Lebar, son Excellence l'ambassadeur du Royaume du Maroc au Mexique, Marc Athias, notre interlocuteur à Tel Aviv, en Israël, Frédéric Béguin, général manager de l'ISA au Luxembourg, Saïd Mouline, directeur de l'AMI, Anissa Lagrachi, président de l'ANSFER. Vous êtes très nombreux et je m'en excuse si je n'ai pas cité tout le monde. Alors qu'est-ce que je vais dire? Je vais arrêter là parce qu'il faut une main de GBM. GBM, Global Business Matchmaking. Vous l'avez compris, ce concept est orienté au business pour les acteurs économiques à l'échelle internationale, d'où le fait d'avoir le terme global au début. Global Business Matchmaking est là en tant que do tank, c'est-à-dire qu'on est là pour passer directement à l'action et pour accompagner les acteurs économiques avec des experts reconnus dans leur domaine, mais également des experts qui connaissent parfaitement leur territoire. Nous avons la chance d'avoir ici parmi nous.
GBM est né pendant le Covid. Nous avons tous reçu une claque par le Covid, mais pas que. Également le changement climatique, également la crise économique. Et aujourd'hui, toute notre façon de penser est à revoir. Nous devons nous réformer. C'est-à-dire qu'avant, par exemple, les acteurs économiques s'orientaient principalement de l'autre côté de leur tout au bout, c'est-à-dire en Asie, pour des raisons de cost value. Aujourd'hui, les clients à l'échelle internationale ont besoin d'un produit de plus en plus personnalisé, avec de plus en plus de fonctionnalités. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les acteurs économiques doivent s'adapter avec ce qu'on appelle le multi-sourcing, et également avec des solutions alternatives. Et pour ça, l'acteur économique tout seul ne peut pas y arriver sans avoir des outils et sans avoir des personnes reconnues et experts dans leur domaine pour les accompagner, que ce soit pendant leur séjour, pendant leur accompagnement en délégation ou bien directement sur le territoire étranger en question. GBM se positionne sur 4 régions du monde, en Amérique, Nord et Sud, en Europe, bien sûr. Nous sommes ici ce soir à Toulouse, qui est quand même une région qui siège l'aéronautique et l'aérospatiale, qui sont des domaines d'excellence, aussi bien en France, qui sont en train aussi de se développer au Maroc et qui sont déjà bien positionnés, mais qu'on entend aussi parler au Mexique. Vous avez aussi donc le JCC et bien entendu l'Afrique avec le Maroc. L'objectif de GBM, c'est de se positionner dans les moins de 2 ans comme une marque de qualité, tout simplement grâce aux personnes qui entourent ce concept, qui sont des experts reconnus dans leur domaine, qui ont tous une activité en parallèle, que ce soit dans une institution, une fédération ou tout simplement dans leur activité économique. Nos secteurs cibles sont l'industrie et leur écosystème, tous les secteurs dédiés à l'énergie avec l'économie bleue, le waste management, c'est-à-dire l'eau et les eaux usées et le secteur des mines, toutes les parties dédiées au secteur technologique qui vont toucher l'agriculture, les énergies renouvelables, la santé, les finances, l'éducation et le sport également. Les parties qui concernent aussi les institutions en France et à l'étranger, qui ont aussi des appels à projets, qui ont besoin de talent et d'accompagnement. Et on peut également les accompagner dans le cadre de GBM. Le business matching ne peut pas exister sans de la coopération et la stimulation de l'intelligence collective. Aujourd'hui, l'aspect de l'individualisme ne peut pas exister. Aujourd'hui, travailler ensemble est essentiel. Aujourd'hui, coopérer est essentiel. Est essentiel pour booster la compétitivité, est essentiel pour vous accompagner vers l'internationalisation et aussi pour vous inspirer. Travailler ensemble aujourd'hui est une nécessité, à la même échelle et avancer au même niveau, tout simplement. Pour réaliser tout ce que je viens de vous dire, on s'organise de manière à atteindre ces objectifs dans le cadre du business matching, c'est-à-dire vous accompagner dans les investissements, les joint ventures, la délocalisation, par exemple, d'une partie de la chaîne de production, tout ce qui est relatif au business. Et tout cela en accompagnant des délégations qui vont être prises une par une. Chaque acteur économique, on va répertorier, identifier ses besoins de manière à ce qu'il soit accompagné. Et comment? De plusieurs façons. Tout dépend du territoire et tout dépend du domaine. Ça peut être de la façon d'une conférence, tout simplement. Ça peut être une learning expedition, c'est-à-dire une délégation qui veut découvrir un territoire à fort potentiel d'investissement. Ça peut être également du soft landing, c'est-à-dire atterrir dans un territoire qu'on ne connaît pas pour implanter une société, comme nous avons la chance ici d'avoir une dame qui vient quand même de la Silicon Valley pour s'implanter à Toulouse, mais on a aussi d'autres cas d'exemple, et des congrès, etc., ce qui existe déjà au travers des autres fédérations à distance d'envergure qui existent. Le plus important, nous allons vous présenter l'ensemble des personnes. Le facteur humain est essentiel dans tout concept. Donc, bien entendu, Samir, je ne vais pas vous le présenter. Je suis à Toulouse, tout le monde le connaît. Mais par contre, en ce qui me concerne, je viens du milieu de l'industrie. J'ai travaillé 15 ans dans l'atmosphère explosif en Belgique.
Donc, je suis lilloise, donc on a rapproché le nord et le sud, tout simplement. L'homme et la femme, Samir et Samira, ça n'était pas volontaire, je vous rassure. C'était pas volontaire. Mais en tout cas, on a allié et complémentarisé donc l'industrie et toutes les autres compétences avec celle de Samir. Et je pense que c'est un exemple qu'on doit avoir un peu partout. Je n'ai pas de prétention en disant ça, c'est simplement, ça s'est fait naturellement. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Je pense que c'est des choses qui doivent continuer à se faire naturellement de manière globale, tout simplement. On va passer à la suite. Donc, le bureau avec Ahmed Benis qui vous a fait l'introduction et Ouda Zimba, le bureau en France. Et ensuite, les équipes régionales. Alors, avant ça, je tiens à remercier nos membres d'honneur ici présents de croire et de nous conseiller, de nous inspirer pour le concept, de nous corriger, de nous orienter également. Donc, je remercie les personnes présentes et je remercie également les personnes connectées. Pour les équipes régionales, donc comme je vous l'ai expliqué, nous sommes tous des indépendants, que ce soit institutionnels ou acteurs économiques ou consultants. En tout cas, pour la partie Amérique, nous avons la chance d'avoir M. Pedro de la Vega Diaz, que je remercie, qui m'entend. Du Mexique, nous avons Mme Godze-Gurur, thank you very much. Claire Anaïs, notre jeune demoiselle qui est un vrai talent derrière vous, dans l'intelligence collective et l'innovation. Monsieur Patriciani, qui nous entend depuis le Canada également, qui est entre le Canada et l'Afrique. Slide suivant. Le Moyen-Orient, vous avez deux personnalités du sport, notamment Maxime Mermoz, que vous connaissez tous, ancien rugbyman à l'échelle internationale. Mais pas seulement, vous avez des personnes qui travaillent au Qatar et aux Émirats, et une dame ici qui travaille avec la Nouvelle-Zélande, et cette dame qui travaille principalement avec les pays d'Asie. Enfin, pour l'Afrique, on retrouve bien sûr Patrice, qui tout à l'heure était dans la partie Amérique, mais qui est à cheval entre l'Amérique du Nord et l'Afrique. Sofiane Chieb, qui est donc dans la Chambre des métiers d'artisanat responsable développement, un vrai talent dans la région de France, assez reconnu pour ses actions. Madame Anissa Nakrachi, que je remercie infiniment. Farid Arab, merci pour la gestion technique qui fait partie en tant qu'équipe Afrique. Alors, cette personne, c'est une exception. C'est un jeune homme, et je pense que c'est important de laisser la chance aux jeunes. Donc, c'est un jeune homme qui vient du Maroc, qui s'est installé en France et qui travaille pour une société hollandaise et qui aujourd'hui, parce que c'est un talent, travaille très bien pour cette société hollandaise et développe le marché français. Et ça se passe très bien. Donc, il faut laisser la chance aux talents et permettre d'être autour des pairs pour les aider à évoluer comme nous l'avons été grâce à des mentors. Et je termine donc avec Abdesamad Bazizi, précédent dans l'Aquitaine, et Lahsen Jbilou, que je remercie en connecté, qui est Area Manager International pour Border Industrial et qui est alumni à l'EDEC. Alors, GBM n'est pas un projet. GBM est déjà à l'action. Nous avons quelques actions qui sont déjà programmées et finalisées et nous allons lancer l'inscription d'une première action qu'on va vous présenter tout à l'heure qui sera au Maroc, Business and Innovation Exploration Tour. Ça veut dire tout simplement qu'on amène une délégation, on a répertorié les besoins de chaque acteur, on a ciblé des domaines cibles, nous avons déjà travaillé avec des acteurs en local qui connaissent parfaitement le territoire pour déjà commencer à faire le matching. Et donc, on a déjà une partie qui ne sont pas inscrits mais qui veulent déjà venir. Les inscriptions commenceront début octobre, nous vous en parlerons juste après avec mon ami. Alors, Global Business Matchmaking, ça ne concerne bien entendu pas que le Maroc, ça concerne tous les autres territoires, bien que je suis d'origine marocaine et nous savons tous que le Maroc a quand même un développement assez incroyable ces derniers temps. Alors, on va continuer avec le Mexique, qui sera une petite délégation. Nous irons aussi avec une petite délégation aux Émirats. Et nous continuerons avec des événements qui seront propres à GBM, mais aussi en co-organisation, parce que GBM est aussi un modèle qui vient s'ajouter en tant que support à des fédérations qui existent déjà et qui fonctionnent très bien, qui sont d'envergure à l'échelle internationale, notamment Europia, notamment BEMAS. Je pense que vous avez dû avoir un petit flyer concernant un événement qui s'est
à cette performance, vous allez la voir dans le sac Modi. Après, dans les Modis, je vous invite à regarder cet événement. Et donc, ici, on aura un événement. Attendez, je recherche. Oui, ici. Donc là, on aura un événement industriel qui va réunir plusieurs fédérations du monde dans le but d'avoir un consortium et de créer davantage cet échange. Donc, on part avec des petites délégations et on vient progressivement pour les agrandir. Alors, l'écosystème dans lequel nous baignons, je suis membre du conseil d'administration de la BEMAS, donc effectivement, je baigne dans cet écosystème. Nous avons également la chance d'avoir le président Marco Landi parmi nous et le vice-président Europia, Agoria aussi également parmi nous, et puis nos autres entités qui sont présentes ici, notamment aussi de Sharjah et du Maroc. Voilà. Donc là, on va expliquer cette partie tout à l'heure. Je vais laisser la parole à nos speakers. Merci Samira, on peut l'applaudir. Hein. Écoutez, après cette belle présentation de GBM, qui finalement a la volonté de connecter les écosystèmes, il est temps de vous partager un premier territoire. C'est un écosystème qui est celui du Maroc et qui sera suivi par celui du Mexique. Nous avons la chance d'avoir deux personnalités d'envergure. Et pour cela, direction le Maroc avec son Excellence M. Ahmed Reda Chami, qui est président du CESE Maroc, membre de la CSND et ancien ministre de l'Industrie du Maroc et membre d'honneur de GBM. Cher Ahmed. Bonsoir à tous. Vous m'entendez? Très bien. Alors, cher Ahmed, pourriez-vous nous faire une présentation du nouveau modèle de développement en faisant un focus particulier sur la partie qui concernera les acteurs économiques, c'est-à-dire la partie liée à l'économie et aux axes stratégiques de transformation? Absolument. D'abord, laissez-moi remercier les organisateurs, le groupe GBM, particulièrement Samira Ben Ali et Samir Hjij, même si j'ai compris grâce à la présentation de Samira que Samira et Samir, c'est juste une coïncidence. Et donc, merci de m'avoir invité. Samira m'a demandé, en ma qualité de membre de la commission spéciale qui a été nommée par le roi pour réfléchir sur le nouveau modèle de développement, de faire une petite présentation sur le volet économique en 10 minutes maximum. C'est une présentation que je fais normalement en 40 minutes, donc je vais essayer vraiment de comprimer ça pour tenir dans les 10 minutes. Alors, voilà, mon problème, il faut que j'arrive à me débarrasser des paramètres parce que je n'arrive pas à avoir l'accès. Alors, voilà, très bien. Donc, si vous voulez, le nouveau modèle, pourquoi le nouveau modèle est venu? Parce que à partir de 2017, Sa Majesté a appelé les forces vives du royaume à réfléchir sur un nouveau modèle. Le Maroc a fait beaucoup de progrès dans différents domaines, mais le souverain a jugé, d'ailleurs il n'était pas le seul à juger ça, que le modèle actuel avait atteint ses limites. Donc il y a eu un appel plusieurs fois aux forces vives, c'est-à-dire aux organisations, aux partis politiques, aux ONG de réfléchir. Il y a eu des contributions et fin 2019, il a mis en place la commission spéciale dont je suis un des membres, il y en a 35 et nous avons fait un travail d'écoute, on a fait vraiment un travail extrêmement collaboratif avec des Marocains de tous bords installés au Maroc, des Marocains à l'étranger, avec des experts internationaux, avec les partis politiques, les syndicats, vraiment la société civile, pour les institutions constitutionnelles, pour essayer d'arriver d'avoir un modèle cohérent pour les Marocains, fait par les Marocains. Et je pense que nous avons une mouture qui, selon toutes les parties prenantes, est intéressante, puisque le roi a demandé au gouvernement de prendre en compte les différentes conclusions du nouveau modèle de développement. Et je vous invite, il y a un site qui est le site de la commission spéciale pour tous les investisseurs qui veulent venir au Maroc. Vraiment, ça peut être extrêmement intéressant de regarder ce qui se passe
dans ce qui est proposé. Alors, parlons d'économie. Clairement que l'histoire principale, c'est comment on crée plus de croissance. Si on prend le Maroc, depuis une décennie, nous sommes à 3,5% de croissance. Vous me direz, c'est pas trop mal, mais ce n'est pas ça qui va nous faire arriver dans cette tranche de pays émergents à revenus intermédiaires. Nous sommes classés parmi les pays émergents, mais nos revenus sont, on fait à peu près, si vous voulez, on n'est pas encore là où on devrait être. Et donc, le nouveau modèle dit, nous, on voudrait avoir une croissance de 6% en moyenne par an d'ici 2035. C'est un modèle qui est sur une quinzaine d'années. C'est 3 législatures. On se dit que le Covid, au départ, on réfléchissait à mettre sur 10 ans, mais comme il y a eu le Covid, ça a fait reculer le monde entier de 2-3 ans, le temps que les gens se remettent en course. Et donc, on s'est dit, il va y avoir 3-4 ans de perdus. Et donc, on ne peut pas atteindre des objectifs qu'on s'était fixés au départ sans prendre en compte cette donnée Covid. Et créer ces 6% en moyenne est absolument important parce que, ça nous permet de créer le nombre d'emplois pour satisfaire les besoins en demande d'emploi de ces jeunes qui arrivent sur le marché du travail chaque année. Et deuxièmement, dans le NMD, le nouveau modèle, on s'est beaucoup attaché, on s'est beaucoup attelé à développer le capital humain, ce qui nous semble être absolument fondamental. On a fait beaucoup de hardware au Maroc et je disais, il est temps qu'on fasse du software, c'est-à-dire on a fait beaucoup d'infrastructures, mais là, il faut développer le capital humain, il faut développer l'éducation, la santé, la culture, l'innovation, etc. Et tout cela, on a besoin d'argent pour le faire et donc la croissance économique viendrait pour permettre justement de financer ces grandes ambitions du NMD dans les secteurs sociaux. La couverture sociale généralisée, par exemple, est une chose. Je crois que le Maroc sera le premier pays en Afrique à avoir une couverture sociale généralisée, à l'instar de ce qui se fait dans les pays développés, dans les 3-4 années à venir. On peut avancer, s'il vous plaît. Alors, ça, c'est juste pour vous dire que, en fait, passer de 3,5 à 6%, une année, vous pouvez les faire, c'est pas compliqué. Mais les faire sur 15 ans, c'est vraiment une vraie, c'est un vrai challenge. Et donc, on s'est dit, mais est-ce que le Maroc a les gisements de richesse potentielle, a les gisements de prospérité pour faire tout cela? Et quand on regarde le Maroc, contrairement, même si on n'est pas encore arrivé malheureusement à en faire un pays développé, on est en voie de développement, le Maroc dispose, et on est encore une fois un pays à faible revenu, mais le Maroc dispose dernièrement de gisements de prospérité. Et on les a classés en 4 buckets. Le premier, ce qu'on appelle le capital naturel. Là, on va retrouver bien sûr tout ce qui est phosphate, tout ce qui est mine, mais on va retrouver tout ce qui est capital énergétique. Hein. Vous savez, le Maroc a, pour les énergies renouvelables, nous avons la capacité énergétique d'un Venezuela ou d'un Nigeria. Alors, vous voyez, donc, il y a vraiment en équivalent, en tonnes équivalent pétrole. Donc, on a vraiment de quoi faire. Le capital agricole et forestier, qui est très important, tout ce qui est, je ne vois plus là, voilà, l'économie bleue, donc la pêche, l'aquaculture. Nous avons 3500 km, si vous voulez, de côtes et on n'en fait pas encore assez. Tout ce qui est chimie verte avec le développement de l'hydrogène, le Power to X, ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Et bien sûr, l'économie circulaire qui est vraiment à ses tout débuts. Il y a le deuxième bucket qu'on a appelé le capital immatériel. Et là, bien sûr, tout ce qui est digital, numérique, avec beaucoup de jeunes qui s'intéressent aux technologies de l'information. L'offshoring, on est vraiment devenu une place pour l'investissement étranger en offshoring, que ce soit en ITO, en BPO ou autre. Les industries culturelles et créatives. Vous savez, je le cite souvent, le Nigeria emploie 1 million de personnes dans le cinéma. Et nous, c'est vraiment quelques dizaines de milliers. Et donc là, il y a encore beaucoup de choses à faire. L'artisanat, qui est vraiment le tourisme avec des choses extraordinaires. Le troisième bucket, c'est tout ce qui est positionnement géostratégique du Maroc. Et donc, notre positionnement fait que on peut être intégré dans les chaînes de valeur régionales. Aucun doute là-dessus. Et régionales et, si vous voulez, euro-méditerranéennes,
ce que veut faire l'Europe en rapatriant de l'Est certaines industries stratégiques, eh ben, on peut les faire entre le Maroc et l'Union européenne. Ça permettra d'avoir cette compétitivité coût et en même temps la proximité. Il y a aussi beaucoup d'ingénierie qu'on peut développer au Maroc. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises et dans l'aéronautique et dans l'automobile ont leur gros cabinet d'ingénierie basé ici à Casablanca. Donc, si vous voulez, ça aussi, c'est extrêmement intéressant. Le biomédical et bien sûr le marché intérieur, vous allez trouver tout ce qui, ça part des métiers de la construction, au commerce, aux industries domestiques, à l'économie sociale et solidaire, etc. Et donc, c'est juste pour vous dire que il y a énormément d'opportunités à aller chercher. Mais alors, comment on va la chercher? C'est ma slide suivante. En fait, ce qu'il faut, c'est vraiment une révolution entrepreneuriale. C'est ça le but. Cette révolution, parce que si vous voulez saisir ces gisements, l'État a un rôle à jouer. Je vais venir, c'est ma slide suivante. Mais il faut que les entrepreneurs s'engagent. Alors, cette révolution entrepreneuriale, elle servirait à quoi? Elle servirait à moderniser le tissu économique actuel pour plus le formaliser, pour adapter plus des techniques très chères à Samira Ben Ali, de maintenance préventive ou autres, de RP, d'optimisation, de lean manufacturing, etc. Diversifier, c'est-à-dire il s'agit pas de faire plus de la même chose, mais de faire plus de choses différentes. La montée en gamme qui est extrêmement importante parce que si vous voulez, plus vous allez monter en gamme, et bien plus vous allez pouvoir, et ça a besoin d'innovation, mais vous allez pouvoir vous différencier, ne plus être soumis à la concurrence des pays à bas coût. Et donc là aussi, il y a un vrai programme là-dessus de montée en gamme. Et bien sûr, l'internationalisation, parce que le marché est un petit marché, on est 34 millions d'habitants, mais le Maroc a signé des accords de libre-échange pour pouvoir toucher 1 milliard de consommateurs sans avoir à payer de droits de douane. Et ça, c'est aussi une opportunité extrêmement intéressante pour les investisseurs marocains et internationaux. Et alors, pour pouvoir lancer cette révolution entrepreneuriale, est-ce qu'on peut avancer, s'il te plaît, Farid? Ben, nous avons, dans le cadre du NMD, essayé de comprendre quels étaient les obstacles à cette révolution entrepreneuriale que nous appelons de nos voeux. Et nous en avons défini 4. Le premier, c'est ce qu'on a appelé les barrières réglementaires administratives. Et là, c'est vraiment de la bureaucratie, des lois qui sont obsolètes, de la concurrence non régulée, etc. Et donc, quand on parle de barrières réglementaires administratives, on dit l'objectif, il faut sécuriser l'initiative privée. Et donc, nous proposons des mesures extrêmement concrètes, ce qu'on a appelé le choc de simplification et des lois de modernisation, le renforcement des instances de régulation, la réforme de la justice, parce que ça aussi, le bas blesse sur ce point-là, les gens, et le défenseur de l'entreprise. Le deuxième volet que nous avons identifié, le deuxième obstacle, c'est la compétitivité. Toute entreprise qui veut produire doit être compétitive. Et donc, on dit il faut réaliser un choc de compétitivité. Et là, on parle de baisse massive du coût de l'énergie et du coût de logistique, parce que nous avons un coût de logistique qui est à peu près à 20% du PIB, malheureusement, alors que dans les autres pays, il doit être à 12-13%. Donc, on a encore des choses à faire. Des zones d'activité accessibles à toutes les entreprises, la transformation numérique, l'implication du privé dans la formation, parce que là encore, on pense qu'avec le vivier de jeunes que nous avons, si on fait de la formation publique-privée, comme on l'a fait sur l'automobile, ça peut donner des résultats extraordinaires. Le troisième volet, c'est qu'on a jugé que l'accompagnement du public était insuffisant dans des secteurs qui étaient des secteurs risqués. Si je veux faire de la montée en gamme, eh ben c'est difficile à l'entreprise marocaine de le faire toute seule. Si je veux faire de la diversification, ben c'est plus risqué. Et donc, l'État doit mettre la main à la poche pour financer la diversification. Alors, ça peut ne pas être qu'en subvention. Ça peut être des fonds de capital risque qui prennent eux-mêmes le risque avec l'entrepreneur pour aller sur un secteur, ce qu'on appelait des low jumps ou des high jumps, pour aller diversifier les activités actuelles, je dirais les activités courantes. Deuxième des choses, c'est tout ce qui est aussi la commande publique qui peut être extrêmement intéressante dans ce domaine-là pour favoriser cette orientation vers les activités productives. Et dernier point, c'est tout ce qui est crédit impôt recherche, ou même on a des mécanismes pour financer l'innovation dans l'entreprise. Dernier volet, c'est le cadre macroéconomique qu'on a jugé peu porteur de croissance. Et donc, on veut un cadre macroéconomique qui est au service du développement, au niveau de la fiscalité, donc baisse de la charge fiscale sur l'entreprise, sur le travail, renforcement de la concurrence bancaire et surtout dans le fintech, qui peut être un levier extraordinaire
d'innovation au niveau de tout ce qui est services bancaires. L'adaptation des règles macro-prudentielles. Parfois, on est plus réaliste que le roi ici au Maroc. Et donc, nous utilisons des règles macro-prudentielles de Bâle 3 qui sont extrêmement contraignantes pour la petite TPE et PME. Même, on fait plus que Bâle 3. Et enfin, le marché de capitaux qui peut absolument, il faut le développer. Nous avons malheureusement un marché de capitaux qui n'est pas dynamique, qui a eu, qu'on a utilisé à une époque pour faire beaucoup d'argent, je dirais, parce qu'il y avait pas mal de délits d'initiés. Et là, donc, on appelle de nos voeux un marché de capitaux qui peut être un marché de capitaux pour l'Afrique, un marché pour les minerais, un marché où il y aurait un régulateur qui jouerait son rôle, où on encouragerait la petite et moyenne entreprise à rentrer en simplifiant tout ce qui est demande réglementaire, etc. Et donc, voilà. Donc, si vous voulez, tout cela est important. Et donc, je viens finir avec ma dernière slide. Voilà. Et donc, quand on regarde, donc, c'est quoi cette nouvelle, c'est quoi cette transformation économique dont on parle? Il y a une politique nationale de transformation économique qu'on définit, qui comprend en son sein des ambitions sectorielles, qu'on appelait des ambitions sectorielles prioritaires. Et on a soit des instruments spécifiques pour accompagner cette politique nationale de transformation. Ces instruments spécifiques, j'en ai parlé tout à l'heure. J'ai parlé du financement de l'entreprise, de l'accompagnement. J'en ai pas parlé, mais on a un programme d'accompagnement qu'on a proposé qui, au niveau national, qui accompagne les différentes catégories d'entreprises à différents stades de leur vie. Le cadre incitatif, j'ai parlé de fiscalité, d'impôt-recherche, mais j'ai parlé aussi de financement du private equity. Et un dernier point dont j'ai parlé qui me semble extrêmement important, les task forces sectorielles publiques-privées. Prenons par exemple une ambition sectorielle 1 et on se rend compte que chaque fois que vous avez un secteur qui veut développer, prenons l'industrie veut développer par exemple l'aéronautique. On se rend compte que pour développer l'aéronautique, eh ben, l'industrie n'est pas la seule concernée. Et donc, souvent, vous allez trouver d'autres ministères. Ça peut être le ministère du Transport, ça peut être le ministère de l'Intérieur, ça peut être le ministère de l'Équipement, ça peut être le ministère des Finances, etc., qui vont être impliqués dans ce développement. Et souvent, il y a des problèmes ce qu'on appelle les problèmes de coordination. Et donc, on crée une task force que le ministre responsable, je dirais, de l'ambition sectorielle préside, où les autres ministères sont présents, mais aussi, ce qui est très intéressant, c'est le public-privé, donc la participation du privé, pour pouvoir identifier les obstacles et les lever. Et dernier type d'instruments, donc les instruments spécifiques, les instruments transverses, que ce soit la compétitivité, le cadre macroéconomique dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc voilà un peu, j'ai essayé d'aller très très vite pour partager avec vous ces quelques éléments. Bien sûr, le rapport tout entier se trouve sur le site de la commission spéciale et j'aurai, j'espère, l'occasion d'avoir à parler encore avec Samir et pouvoir partager plus d'informations si besoin. Merci encore. Un grand merci, Votre Excellence, cher Ahmed. Merci pour cette présentation. Ensuite, direction le Mexique, avec Son Excellence Pedro Diaz de la Vega, qui est ancien ministre du Mexique pour l'OMC, ONU à Genève, DG au Mexique, General Manager NetThinkers et membre d'honneur de GPM. À vous, Votre Excellence. Bonjour. Bon, et il est midi ici, bon, il est presque 14 heures de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous envoie un grand salut de Mexico, de la deuxième ville la plus peuplée de la planète. Comme on m'a indiqué que nous n'aurons pas de traduction simultanée aujourd'hui, je parlerai très lentement en espagnol pour que tout le monde puisse comprendre. Non, en étant sérieux, non, j'apprécie grandement l'honneur que Global Business Matchmaking m'a conféré en étant leur représentant au Mexique. Le groupe GBM a proposé un modèle véritablement innovant pour l'ère post-pandémique et offre également le privilège de dialoguer avec vous en temps réel. Vous qui représentez
certains des esprits les plus privilégiés du moment dans vos domaines d'expertise. Et j'ai eu la possibilité de servir mon pays en tant que ministre auprès des organismes internationaux basés à Genève, notamment l'Organisation mondiale du commerce et et les Nations Unies. Et vu de loin, le Mexique est un pays complexe sur le plan géographique, politique et socioculturel. Cependant, sur le plan économique, cette région du monde continue de croître. L'année dernière, le Mexique est passé du 11e au 8e des pays à la production agroalimentaire la plus élevée, avec plus de 280 produits d'exportation. Un avocat sur 3 consommé dans le monde est un avocat mexicain, au même titre que 15% des citrons et 20% du miel. Et bien sûr, tout le tequila du monde est aussi mexicain. Le Mexique a 26 millions d'hectares à semer, une superficie supérieure à la surface du Royaume-Uni. Mais il ne représente que 13% de son territoire. Cet enjeu n'est pas anodin puisque les 126 millions d'habitants du Mexique n'occupent que 2% du territoire, y compris les îles habitées. Cependant, le plus important n'est pas l'extension du territoire, mais son utilisation et sa localisation. Le Mexique est le 11e exportateur mondial et le premier d'Amérique latine. Son réseau de 13 accords de libre-échange avec 50 pays relie l'économie mexicaine à plus de 1300 millions de consommateurs. Bien entendu, notre frontière nord fait de nous un fournisseur important des États-Unis d'Amérique et du Canada. Par exemple, 95% des camionnettes achetées chaque année sont fabriquées au Mexique, avec des composants provenant de centaines de petites entreprises qui fournissent tout, des textiles et des accessoires jusqu'aux composants électroniques. Le Mexique a 30 ans d'expérience dans ce modèle commercial. Nous avons développé pour le groupe GVM un système appelé Decision Made, qui utilise le North American Industrial Classification System et qui permet d'avoir une cartographie détaillée de toutes les activités économiques des 3 pays, avec laquelle il est possible d'identifier les meilleures opportunités d'affaires et de souligner l'importance des absences. Par exemple, il y a 3122 entreprises du secteur automobile situées dans 35 villes, alors qu'il n'y a que 137 entreprises du secteur aérospatial situées dans 14 villes. Les opportunités offertes au marché sont énormes. En termes d'agriculture et d'infrastructure, le Mexique possède une grande bibliothèque de signatures spectrales des principales cultures et des matériaux. Des informations sur les risques géologiques, hydrométéorologiques, biologiques et chimiques sont également disponibles. Jusqu'à relativement récemment, il n'existait aucun modèle de gestion permettant d'identifier les espaces géographiques où se croisent les différents phénomènes. Il est désormais possible de rapprocher les investisseurs de la connaissance du domaine avec des bases scientifiques, comme jamais auparavant, d'être prêt à agir à temps. Au Mexique, la construction d'énormes travaux d'infrastructure est en cours, comme les trains Maya, le chemin de fer qui relie l'océan Pacifique
et au golfe du Mexique qui s'appelle le corridor interocéanique et le nouvel aéroport de Mexico, parmi d'autres. Tous ces projets ont comme composant essentiel une infrastructure de données spatiales dans laquelle nous avons collaboré avec des informations pour le Laboratoire national des sciences de la complexité. Dans cette première étape de l'ère post-pandémique, tout semble indiquer que ceux d'entre nous qui ont opté pour l'innovation, la coopération scientifique et commerciale, et pour comprendre le monde comme un grand écosystème, ne se sont pas trompés. Le groupe GBM nous aide à mener nos pays à découvrir de nouvelles richesses et nous a permis de nous reconsidérer comme une espèce capable de surmonter les défis les plus complexes du présent et du futur proche. Nous sommes bien sûr à votre disposition. Je vous remercie pour le privilège de votre attention. Votre Excellence, mes chers collègues, maintenant, deux personnes reconnues mondialement dans le domaine industriel et de l'intelligence artificielle. Donc, nous avons voyagé au Maroc, nous étions au Mexique, maintenant nous partons en Belgique, sauf que la Belgique est venue à Toulouse. Donc, je vais inviter M. Dirk de Nut, CEO The Grain, membre du comité de direction d'Agora et Banque de Masse Belgique, de prendre place. Et je vais lui demander tout simplement à M. Dirk de Nut, quelle est votre vision sur un business matchmaking réussi compte tenu de votre expérience? Merci, je vais adresser ça dans ma petite présentation. Merci. Il faut le micro ou ça va comme ça? Prenez le micro. Voilà, bonsoir. Et bonsoir, je m'appelle Dirk de Nut. En effet, je suis cofondateur d'une société active dans l'intelligence artificielle qui a été créée il y a juste 2 ans, juste avant Covid. Par contre, je ne vais pas commencer à faire un discours sur ma société, mais plutôt, ça m'a demandé de partager avec vous quelques réflexions sur tout ce qui concerne l'IA et la valeur d'un nouveau réseau comme GBM ce soir. Donc, un grand merci à l'organisation et salut à vous. Merci de m'avoir invité et je vais partager ces quelques réflexions avec vous. Intelligence artificielle, ben, chacun parmi nous a sans doute une opinion sur le sujet. Hein. Peut-être vous êtes un adhérent de la première heure ou au contraire un furieux opposant. Quoi qu'il en soit, on devra apprendre à vivre avec cette nouvelle technologie. L'histoire nous a montré que la technologie a toujours poussé l'humanité vers l'avant. La période des ludites, des opposants furieux, est passée, je peux l'espérer, derrière nous. Oui, sans doute, il y a des désavantages et des dangers, mais si nous adoptons cette technologie intelligemment, c'est-à-dire sans que nous, l'humanité, devienne nous-mêmes la technologie, je ne vois que les avantages et les opportunités pour nos humains, nos industries et la société. Nous savons tous que data sont vraiment devenues les ressources les plus précieuses, mais donc aussi les plus vulnérables. Un danger que je vois est que l'IA ne dégrade l'humain à un simple clic, c'est-à-dire l'utilisateur sans impact, sans parole. C'est ma conviction que l'humain doit, en tant que citoyen ou participant, être impliqué de près dans le processus de développement d'intelligence artificielle, sinon l'IA risque de déraper. Si nous souhaitons rendre l'IA sûre en le protégeant contre elle-même, ce qu'on appelle créer un IA anti-fragile, alors l'humain doit être intégré dans la boucle de développement et validation continue de nos solutions de création. Cette conviction est justement notre mission, je vais partir en anglais, chez The Grain, amener des solutions et des produits IA à taille humaine. Des solutions qui communiquent avec tout le monde au sein de l'entreprise, de l'opérateur au PDG. Quand on regarde sur le plan économique, IA offre d'extraordinaires opportunités, Samir l'a déjà adressé, pour chaque industrie. D'énormes pouvoirs de calcul de nos logiciels testent les modèles qui, normalement, prenaient des semaines, voire des mois. Cette rapidité et agilité rend nos industries plus robustes, plus sensibles aux chocs et plus flexibles envers de nouvelles évolutions ou de nouvelles crises.
En plus, IA accélère l'innovation et elle assiste aussi dans la transition vers de nouveaux modèles de gestion et de production comme servitization dans la manufacture et la transition industrielle de production de masse vers une production personnalisée. Ceci est un trend qui répond aux besoins modernes, qui cadre dans une culture de durabilité et écologique. Chez BPI, notre société, nous rendons nos industries plus intelligentes grâce à des IA qui intègrent une communication et validation. J'y crois énormément. Elle aide les entreprises à répondre plus rapidement aux demandes et conditions qui changent continuellement. Mais maintenant, quand on regarde le réseau, il y a des frontières de notre savoir-faire et de notre procédé industriel. Mais IA puisse aussi être le moteur pour le renforcement et l'optimalisation continue des réseaux internationaux, raison de notre réunion ici ce soir. Au niveau de la macropolitique et de l'économie, il y a une énorme convergence et harmonisation vers l'Orient. On est tous conscients. Ce qui monte, et ces nouveaux réseaux, que j'appelle réseau 2.0, peut-être j'ai bien votre réseau 2.0, puisse offrir, grâce à l'IA, une alternative hétérogène, diversifiée, qui est tout à fait contraire à ce que je viens de dire, convergence et harmonisation, en créant de nouvelles industries et des coopérations pour renforcer notre lien avec le monde entier. C'est pourquoi le nouveau réseau que nous créons ici ce soir est si important. En Europe et dans le monde, il existe cette tradition, mais surtout en Europe, il faut avouer, il existe une tradition d'inventer les réseaux de demain et de créer des cadres innovateurs qui contiennent et gèrent de nouvelles voies. Comme par exemple, il y a quelques années, nous étions précurseurs avec le GDPR. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle réglementation autour de l'IA et l'éthique qui va s'annoncer probablement l'année 2022. Elle sera votée au sein de l'Europe. C'est-à-dire que nous nous impliquons dans une nouvelle rôle, ce qu'on appelle moral leadership. Pour conclure, l'isolement, la fragmentation que j'ai créée parfois, et qui imprègne l'Ouest, une grande partie du monde, sont en fort contraste frappant même avec les événements le long, ce que j'appelle les routes de la soie 2.0, où les liens ont été renforcés et les coopérations mutuelles établies, déjà depuis quelques années. À nous maintenant, ce soir aussi, de formuler une réponse forte, mais digne, en créant un réseau intelligent et créatif, supporté par les moyens technologiques, mais toujours avec l'homme et son bien-être au centre de nos décisions et exécutions. Merci. Merci, monsieur le président, pour cette présentation. Merci. Écoutez, nous allons continuer en distanciel avec monsieur Marco Landi. Marco Landi, qui est le président d'Europia, président de Questit et ex-COO de Apple Monde. Cher Marco, comment évoluerait une mise en relation business? Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Merci de m'avoir invité. Oui, vous avez dit président de l'Institut Europia. Après beaucoup d'années d'activités dans les high-tech. Maintenant, je me suis dédié à l'intelligence artificielle parce que beaucoup d'orateurs avant moi ont parlé d'un nouveau modèle de développement. Moi, je pense que le digital et particulièrement l'intelligence artificielle doit être au centre de ce nouveau modèle de développement. C'est la raison pour laquelle à l'Institut Europia, nous, on agit en 3 différentes lignes. La première, sensibiliser le grand public sur les enjeux de l'IA. L'IA est devenue un pouvoir géopolitique, économique, social. Il faut les comprendre parce que les gens qui disent « Ah non, l'intelligence artificielle, ce n'est pas pour moi », ils se trompent. L'intelligence artificielle est pour tout le monde. La deuxième chose est d'agir dans les écoles pour créer les talents. Et surtout les femmes. Parce qu'aujourd'hui, seulement 11% des femmes sont dans l'IA.
Ça, c'est une manque, ça, c'est une grande erreur. Il faut vraiment briser cette barrière de vitre qu'on a en face. Et nous, à l'Institut Européen, on fait des conférences, on fait des activités dans les écoles pour arriver à faire comprendre aux jeunes, et je dis encore aux filles particulièrement, l'importance de se lancer dans ce secteur-là. Troisième, on a la nécessité de supporter les startups, les jeunes pousses. Et c'est là qu'on a créé, on est en train de créer dans les territoires des Alpes-Maritimes, Europia Capital, pour être capable d'aider les startups. Parce qu'il y a beaucoup d'idées, les jeunes, ils sont là, ils partent, mais il y a un moment quand ils doivent faire une scale-up qu'ils ne trouvent pas la dynamique qu'ils nécessitent. Et c'est là que nous, on veut être présents. J'insiste particulièrement sur la création des talents. Parce qu'aujourd'hui, n'importe quelle entreprise qui doit se développer, qui doit venir des États-Unis en Europe, il va là où il y a les talents. Les talents particulièrement dédiés au digital. Et ça, c'est notre mission. J'ai entendu avant le monsieur qui parlait du Maroc. J'ai bien apprécié sa présentation et je voulais lui dire que l'Institut Européen est aussi présent au Maroc. On travaille avec l'université de Oujda, j'espère que je prononce bien le nom, avec une femme remarquable qui est professeure d'intelligence artificielle à cette université. Et c'est là qu'on veut recréer cette maison de l'intelligence artificielle que nous, on a créée dans la grande métropole de Sophia Antipolis. C'est un endroit où on fait venir les jeunes à partir des collèges pour commencer à apprendre l'intelligence artificielle. C'est là qu'on fait des grandes conférences pour sensibiliser le public et c'est là qu'on a habité les startups de façon qu'ils ont la possibilité d'avoir un contact avec les grands professeurs de l'Université de la Côte d'Azur. Et moi, j'ai le plaisir, j'espère bientôt, d'aller au Maroc pour ouvrir la maison de l'intelligence artificielle au Maroc. Mais l'objectif, c'est que cette maison de l'intelligence artificielle devrait être un relais pour toute l'Afrique. Nous, on s'appelle Europia, on travaille particulièrement sur les grands secteurs de l'IA en Europe, mais on a ouvert aussi à l'Afrique. C'est une grande opportunité sur laquelle on travaille et je suis très contente que déjà on a trouvé avec le Maroc la possibilité d'avoir des partenaires. Je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, le Covid il nous a fait comprendre vraiment la nécessité de passer à l'intelligence artificielle, au digital. Et vous avez vu que les compagnies, les entreprises qui ont anticipé ça, quand même avec des grands efforts, mais sont été capables de passer au digital, sont ceux qui ont encore la possibilité d'avoir du succès. Et je vous dis, et je parle aux personnes de GBM, de ce Global Business Matching, que nous, l'Institut Européen, on est en train aussi de faire quelque chose encore plus important. On a annoncé il y a 2 jours un grand événement qui sera vraiment business matchmaking à Cannes, dans le palais des festivals. On va faire les 10, 11 et 12 février 2022 un grand événement qui s'appelle World AI Cannes Festival. On l'appelle festival parce qu'on ne va pas seulement faire que du business matching, mais on veut aussi montrer au public, au grand public, les nouvelles applications, les nouveaux services qui donnent l'intelligence artificielle. Mais ça, c'est vraiment Global Business Matchmaking. Vous en parlez, vous en discutez, voilà.
nous, on vous donne aussi une possibilité de venir, de nous rejoindre, parce que là, dans les palais des festivals, on va avoir les plus grandes et les plus importantes entreprises d'intelligence artificielle avec des objectifs, faire du business, faire comprendre ce que l'intelligence artificielle peut nous amener, mais aussi sensibiliser le grand public. Global Business Matchmaking, c'est quelque chose qu'on peut faire ensemble. Merci à vous tous. Marco Landis, bonsoir Marco. Oui, alors, cher Moussa, est-ce que tu peux nous donner ton avis et ta vision sur un business matchmaking réussi? Déjà, bonsoir à tous. Je suis ravi d'être présent virtuellement avec vous et je voudrais aussi féliciter l'équipe pour l'organisation de cet événement. Je suis vraiment ravi d'être là et les thématiques abordées jusqu'à présent sont exactement dans l'air du temps et encore une fois, je vous félicite. Alors, comme on a déjà parlé de digital et on a parlé d'IA, je ne vais pas forcément revenir sur ces aspects-là, mais je voudrais juste partager avec vous quelques expériences très rapides sur ce que je pense être un matching, on va dire, réussi. Et c'est uniquement mon expérience, donc ce n'est pas la vérité, c'est la mienne. Le premier point, c'est que je pense que c'est d'abord une question de mindset. C'est-à-dire que, à mon sens, il faut rester ouvert d'esprit et il faut effectivement faire preuve d'esprit constructif. Et ça, c'est important parce qu'on a tendance à arriver avec des certitudes. Et je pense qu'il faut savoir laisser ces certitudes acquises de côté pour justement pouvoir rencontrer de nouvelles opportunités, de nouvelles personnes. Je dis ça parce que quand on a un produit ou un service à vendre, pour faire simple, eh bien, on est souvent sûr de soi et on arrive en disant voilà comment c'est et comment ça doit marcher. Et on oublie que des fois, une vue différente, une perspective un peu différente, un angle différent peut nous permettre d'avoir encore plus d'opportunités et peut-être réussir encore plus. De même, quand on veut acheter une solution, qu'on veut acheter un produit, eh bien, on arrive avec ces certitudes de voilà dont j'ai besoin. Mais souvent, on ne connaît pas ces besoins totalement. Et il est bien intéressant d'écouter et de laisser ces certitudes justement nous emmener peut-être sur des besoins qu'on n'avait pas conscience et donc de pouvoir y répondre un petit peu de façon proactive. Et comme ce dont on parle ici à la fin, c'est quand même des rencontres à la fin, donc ça doit être des espaces de partage. Et je pense que la bienveillance est un élément fondamental, c'est de ne pas juger et arriver sur un endroit où on peut échanger et pouvoir détecter la meilleure opportunité. Deuxième point, néanmoins, c'est la maîtrise des sujets. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir avoir en face de nous des gens qui sont des experts de leur domaine, parce que l'expertise, finalement, amène une certaine crédibilité et on doit pouvoir très rapidement, par exemple, faire un pitch sur ce qu'on a à vendre ou sur dont on a besoin. Évidemment, ceci permet d'avoir une perception plutôt positive et ne pas se retrouver dans des événements où on a l'impression de perdre son temps. Donc, deuxième élément, c'est la notion de maîtrise des sujets. Enfin, le troisième point, c'est de pouvoir créer un environnement propice à la création de liens et à la création d'opportunités, la qualité des contacts, les profils, le cadre lui-même. Et je pense que c'est important de pouvoir percevoir le bénéfice à la fin, parce que finalement, quand on perçoit le bénéfice de ce que peut, par exemple, apporter GBM, eh bien, on adopte la solution. D'une certaine façon, on adopte le concept et on devient fidèle. Et dans ce contexte-là, je pense qu'on a beaucoup parlé d'IA, on a beaucoup parlé effectivement de data matching. Je pense qu'effectivement, l'IA est un des outils parmi d'autres qui permettent d'avoir les bonnes personnes au bon endroit avec la bonne expertise ou les bons éléments à partager. Et ce qui est important, ce qui est intéressant dans l'IA, in fine, parce que c'est un des domaines aussi que j'ai la chance de couvrir, c'est qu'elle peut s'adapter à des contextes multiples, à un ensemble de données immenses. Et en fait, à la fin, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que l'IA s'adapte à l'humain et non l'inverse. Et je conclurai par dire qu'en fait, avec tout ce qu'on est en train de se dire aujourd'hui, on s'aperçoit que plus on a de la technique, plus on a de l'IA, plus on a un besoin de revenir à des valeurs humaines. Et in fine, c'est ce qu'on recherche tous au travers de ces événements. Donc, je finirai par dire que pour que ça fonctionne, à mon avis, il y a le bon mindset, la maîtrise des sujets et un environnement favorable. Merci beaucoup, On arrive, comme vous le direz, le meilleur à la fin, ou la cerise sur le gâteau, ou je ne sais pas comment on peut l'interpréter. Mais bon, il y a eu beaucoup de personnes masculines. On va enfin avoir une personne féminine qui est Madame Maïté Quintana,
dirigeante et fondatrice du Centre national d'innovation pédagogique. Je vais céder bien évidemment la place. Tu veux mon micro? Alors, Maïté, je souhaiterais que tu puisses nous donner ton avis sur notre concept. Et selon toi, c'est quoi le business matchmaking qui a une vraie valeur ajoutée à l'échelle internationale et compte tenu de ton expérience? Il fait exprès. Je suis multi-10, il me pose 3 questions dans une seule question. À quel moment mon cerveau peut gérer ça? Donc, vous avez la faculté, les femmes, de faire plusieurs choses à la Oui, fois. peut-être, mais on a déjà les enfants qui sont pour la soirée à part. Alors, pour moi, alors déjà, merci à tous et j'espère que je ne vais pas prendre trop de temps, mais quand Samir et Jérôme Ribeiro m'ont parlé de ce projet, j'ai trouvé ça tellement le gruyère, on a des trous, que c'était une évidence. J'ai trouvé ça tellement intelligent et tellement rationnel après un post-Covid que je me suis dit, waouh, là-dedans, ils ont quand même circulé, ils ont fait des choses. Je trouve que la façon de matcher, la façon dont vous êtes en train de le faire, ça va se faire. Les bébés se font entre 6 et 8 et 9 mois. Moi, je me suis fait entre 30 et 40 ans. Hein, voilà. Donc, je pense que ce projet, si on lui rajoute une petite année de plus sur l'affinage, nos besoins, et c'est ce qu'il faut regarder, et l'adaptation de certaines choses, je pense que ça sera un business assez fabuleux. En tous les cas, comme je les aime, ça veut dire qu'ils vont générer de la richesse et en tous les cas des emplois et du business. Et surtout, fort de travail pour nous. Ça, c'est ce que je trouve assez sympa. Après, poser la question, je me suis dit, pourquoi ils m'invitent? Là, ils veulent que je vienne faire un storytelling, je vois pas trop l'intérêt. Mais en fait, en écoutant et en voyant un petit peu l'auditoire, je me dis, mais si. Moi, quand je vois qu'on parle d'entrepreneuriat, où aujourd'hui, il n'est pas patron qui veut, bien entendu, et qu'il faut leur donner des socles, et en tous les cas, des soft skills, leur stimuler le mindset, leur donner des outils pour pouvoir mieux avancer plus vite et beaucoup plus en force. Ça, c'est quelque chose qui me paraît être une évidence même. Quand au Maroc, tout à l'heure, on disait on a besoin de compétences, on a besoin de gestion, on a besoin de levier. Le levier, il passe déjà par l'humain, par la formation et par le transfert de compétences. Et ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, on le fait en France, mais on le fait de différentes façons. Et ça, je trouve que vous avez une vision et une analyse qui est, en tous les cas, pour moi, très chirurgicale. Et je vous en félicite parce que ce n'est pas donné à tout le monde. J'avais une autre question dans la troisième que j'ai déjà oubliée, bien entendu. Quand même, de toute façon, on n'a rien à perdre. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qu'il faut partager dans les valeurs de l'entrepreneuriat, de la formation. Moi, je œuvre beaucoup sur, alors je ne suis pas militantiste, mais je pourrais le devenir, ça serait une nouvelle voie, c'est dans être soi. Ça veut dire que je suis maître Ikigai aujourd'hui depuis quelques années. J'accompagne les gens à se mettre dans leur quête de sens, dans leur sens de vie, dans leur chemin de vie, pour qu'ils puissent travailler dans leur zone de génie, parce qu'on est efficient que quand on a le sentiment, en tous les cas, de s'amuser tous les jours au travail. Et si on n'y est pas, eh ben, c'est pas bon parce qu'on ralentit le groupe, on se ralentit soi-même. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, vraiment travailler dans les soft skills, dans nos structures, à l'étranger et ailleurs. C'est l'important, c'est déjà de prendre sa place, son mètre carré. Parce qu'il y a des gens qui occupent 100 mètres carrés, mais ils n'en font rien. Donc, on tente qu'on prenne chacun le sien et qu'on en fasse quelque chose qui a du sens et qui finalement rapporte de l'argent à tout le monde. Voilà, je vous remercie. Un grand merci.